Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct où on va passer en revue les dernières nouvelles locales, mais aussi on va consacrer la partie principale de cette émission sur la question ukrainienne. Nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio M. Ali Hashmawi, vous êtes analyste politique. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Alors, on va présenter des dossiers, puis vous allez présenter vos analyses et commentaires. Je commence avec le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a assisté aujourd'hui au lancement des activités du projet national pour le développement de la famille égyptienne au Centre international de conférence Al-Massa dans la nouvelle capitale administrative. À son arrivée, le président a été reçu par le Premier ministre Moustapha Madbouli, les ministres de la Planification et du Développement économique, de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique et Dr Khaled Abdelghaffar ainsi que d'autres responsables. Salih Hamed et Arachoucha nous donnent les détails de ce sujet. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté lundi au lancement des activités du projet national pour le développement de la famille égyptienne au Centre international de conférence Al-Massa dans la nouvelle capitale administrative. Lors de son allocution, le chef de l'État a souligné la nécessité de travailler sans repos afin de parvenir au développement, ajoutant que le projet de développement de la famille égyptienne est un pilier essentiel de l'État pour changer la réalité pour le mieux. Le président a souligné également la nécessité d'empêcher l'État égyptien de sombrer dans la destruction et la ruine, comme cela s'est produit en 2011, soulignant que l'État cherchait à changer l'État et les causes de la détérioration pour construire l'avenir, affirmant aussi le souci de l'État de respecter les droits de l'homme, qui sont une priorité. La capacité de l'État n'est pas conforme à son plan pour atteindre les taux de croissance ciblés, a déclaré le président. Il a ajouté que l'objectif du projet national de développement de la famille est le développement de l'État égyptien, considérant que le développement de la famille reflète l'état de satisfaction des citoyens, ce qui contribue ainsi au développement de l'État, notant que l'augmentation de la population entrave la capacité de l'État à assurer la croissance. Le président Al-Sisi a insisté sur la nécessité de lier le marché du travail à l'éducation, alors que 700 000 universitaires sont diplômés chaque année, affirmant que le marché du travail n'absorbe pas ce grand nombre de diplômés. Il a ajouté que l'État doit doubler le nombre d'hôpitaux pour améliorer les services de santé fournis aux citoyens. De son côté, la ministre de la Planification et du Développement économique, Dr Hala Saïd, a déclaré que l'objectif principal du plan de développement de la famille est de contrôler les taux rapides de la croissance démographique alors que nous atteignons une moyenne de 2,5 millions de naissances par an. Lors d'un débat intitulé au service du projet national pour le développement et l'intégration de la famille égyptienne dans le cadre du lancement du projet national susmentionné, le Premier ministre Moustapha Madbouli a pour sa part déclaré que le lancement du projet national pour le développement de la famille égyptienne visait à améliorer la qualité de vie du citoyen égyptien, ajoutant que ce projet intervenait pour continuer les efforts de l'État et les directives du président pour le développement de l'État égyptien et la construction de la nouvelle République. Alors, je rappelle que notre invité, c'est M. Ali Hashmawi, vous êtes analyste politique. Alors, le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté au lancement des activités du projet national pour le développement de la famille égyptienne. De quoi il s'agit exactement? Alors, premièrement, bonsoir et merci de m'avoir. Cette initiative vise principalement la famille égyptienne à son entièreté. En fait, cette initiative est multidimensionnelle. On a d'abord la dimension en tout ce qui concerne le développement de l'éducation, donc développement culturel. On a aussi en tout ce qui concerne le développement de la femme afin de l'aider en fait pour trouver des postes de travail, alors création d'emplois, puisque bien sûr il y a la série des initiatives en fait, elles visent principalement au développement de la femme. C'est un pilier extrêmement important. Il y a aussi le pilier sur le développement de l'infrastructure et notamment aussi elle cible majoritairement les PME, les petites et moyennes entreprises, puisque
Comme nous savons, les PME sont principaux pour l'économie mondiale, pour l'économie globale. Alors cette initiative est multidimensionnelle, elle couvre le développement de la femme, développement culturel, mais aussi bien sûr elle vient après la série des initiatives en tout ce qui concerne une vie décente. L'initiative principale, plus importante, puisque ça couvre 60% du peuple égyptien, notamment 60 millions d'Égyptiens, et donc une grande majorité du peuple égyptien. Ce groupe de séries, en fait, ou cette groupe d'initiatives, elle couvre principalement le peuple égyptien dans son entièreté, avec le développement de l'infrastructure, ce qui va faciliter le commerce, les échanges commerciaux, les échanges de personnes aussi, pour aller travailler de tous les villages différents. Mais aussi, ça couvre aussi principalement les villages les plus pauvres, puisqu'on a besoin maintenant de créer une sorte de croissance économique dans tous ces villages-là. C'est ça ma question, quel est le rapport, comment on peut lier entre Vie décente et cette initiative présentée ou bien lancée par le président aujourd'hui? Alors, Vie décente, dans son entièreté, elle vise principalement le développement de l'infrastructure, donc développement économique. Cette initiative, elle ajoute la dimension sociale, la dimension culturelle, la dimension aussi en ce qui concerne l'éducation. Dans cette initiative, il y a une coordination en utilisant aussi les outils de tout ce qui est digital, et aussi pour relier en tout ce qui concerne culture, éducation, développement de la femme, préparation, pour aussi le côté sur la santé aussi très important. Alors, on va s'arrêter juste pour 2 minutes pour l'appel à la prière. Passons à la question ukrainienne et le flot de réfugiés fuyant l'Ukraine continue de grossir alors que Kiev accuse la Russie devant la Cour internationale de justice de planifier un génocide en Ukraine. Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés estime que plus de 500 000 Ukrainiens ont quitté le pays depuis jeudi. L'Union européenne a dit s'attendre à plus de 7 millions de personnes déplacées. La ministre d'État pour l'immigration et les affaires des Égyptiens à l'étranger, l'ambassadrice Nabila Makram, a tenu une réunion via Zoom avec les représentants des ressortissants égyptiens dans différentes villes d'Ukraine pour s'enquérir de leur situation. Yara Choucha et Salih Ahmed nous donnent les détails. À la lumière des développements de la crise russo-ukrainienne, la ministre d'État pour l'immigration et les affaires des Égyptiens à l'étranger, Nabila Makram, a tenu une réunion via Zoom avec les représentants des ressortissants égyptiens dans différentes villes d'Ukraine pour s'enquérir de leur situation. Elle s'est informée du nombre d'Égyptiens sortis des zones dangereuses et ont franchi les frontières avec la Pologne et la Roumanie, la Hongrie et la Slovaquie, ou encore blessés dans les abris où ils se refugent. Les représentants de la diaspora ont fait état d'un seul blessé atteint lors d'un bombardement aérien de Kharkiv et dont l'état de santé est désormais stable après avoir subi une chirurgie. Elle leur a fait part des facilités accordées par l'ambassade d'Égypte à Bucarest pour la réservation des hôtels et des billets de retour au pays et leur a demandé de suivre la situation de certains jeunes se trouvant dans les régions dangereuses. Elle a incité les ressortissants à suivre les consignes des autorités compétentes du pays et à se réfugier dans les abris dans les zones les plus exposées, tout en demeurant en contact avec l'ambassade et les représentants de la communauté égyptienne lors de leur déplacement. La ministre a assuré être en contact permanent avec les autorités de l'État et les ambassades basées dans les pays limitrophes de l'Ukraine pour faciliter le passage des Égyptiens qui s'y trouvent et qui ont été dotés des listes des terminaux sûrs aux frontières avec la Roumanie et la Pologne. L'État ne ménage aucun effort à l'égard de ses enfants en Ukraine afin de les aider soit à surmonter cette crise, soit à retourner dans le pays, a-t-elle dit, appelant les expatriés à ne prêter aucune attention aux rumeurs diffusées au cours de cette période. Monsieur Ali Hachmaoui, alors
l'un des plus gros problèmes concernant la guerre entre la Russie ou bien russo-ukrainienne, c'est le problème des réfugiés. Alors, il y en a des Égyptiens qui sont là-bas, il y a de toutes les nationalités pratiquement, surtout les Égyptiens qui font des études dans ce pays. Comment vous voyez, comment traiter le traitement du gouvernement égyptien avec ces étudiants ou bien ces ressortissants égyptiens? Alors d'abord, la réponse à ça, l'ambassade d'Égypte à l'Ukraine était extrêmement active durant ce temps-là. L'ambassade d'Égypte en Ukraine continue à travailler, continue à faire des coordinations avec toutes les ambassades qui se trouvent pas seulement en Ukraine, mais dans les pays voisins d'abord. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a des coordinations avec des représentants d'étudiants égyptiens dans chaque cité ou ville en Ukraine. Il y a des coordinations qui continuent d'une façon 24 heures sur 24. On vient aussi d'entendre qu'il y a une coordination non seulement avec le ministère des Affaires étrangères, mais avec aussi la ministre Nabila Makram, qui en plus ajoute à faire ça parce qu'en fait, elle vient de créer ce qu'on appelle la plateforme des étudiants MEDSI. Il y a un représentant d'étudiants de chaque pays. Donc il y a une coordination complète qui prend place dans ce pays. Et aussi l'ambassadeur égyptien, il vient de dire qu'il y a une coordination qui continue avec les étudiants, qu'il y a des essais d'organisation de bus pour transporter les étudiants qui sont à l'Est, parce qu'en fait, la majorité de la guerre, des tensions militaires se trouve majoritairement à l'Est. Et donc, il y a quelques essais pour les transporter à l'Ouest et pour passer dans les pays voisins. Si je parle plus généralement concernant le problème des réfugiés, selon l'ONU, on estime qu'il y aura à peu près, ou bien environ 7 millions de réfugiés ukrainiens en Europe. Alors, comment vous voyez ce gros problème? D'abord, analysons la situation, ce qui se passe maintenant en Ukraine. C'est une crise extrêmement aggravée. En fait, c'est la crise la plus grave en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Cette crise est multidimensionnelle. Il y a d'abord la dimension politique et militaire. La dimension politique parce que, en fait, d'un côté, la Russie dit et explique que le pays ne va pas se permettre d'une expansion de l'alliance de l'OTAN au bord des pays voisins de la Russie, voire qui ont été membres de l'Union soviétique, notamment parce qu'en fait, dans les années 2000, il y avait une intégration des pays baltes, Estonie, Lettonie et Lituanie en 2004. Et donc, ça consistait comme une ligne rouge qui a été traversée par l'Union européenne. Ça, c'est le point de vue de la Russie. Il y a aussi l'autre point de vue de l'Europe, de l'OTAN, notamment l'Europe et les États-Unis, qui expliquent à leur tour que c'est une question de souveraineté. L'Ukraine, c'est une question de souveraineté de s'intégrer dans des alliances. Et de leur part, ils disent qu'une alliance est faite pour être ouverte à tous les pays qui veulent y intégrer. Ça, c'est la deuxième chose. Donc, il y a une guerre froide qui se mobilise en guerre militaire. Le conflit prend le côté militaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a la dimension sociétale aussi en Ukraine. Il y a quelques problèmes d'intégration, notamment de la partie de l'Est du pays, puisque aussi il y a un conflit politique qui a commencé en 2014, après la révolution, durant la présidence de Yanukovych, et après Poroshenko, le président ukrainien, qui était un allié principal à l'OTAN, donc à l'Europe, et qui a commencé à signer quelques documents ou quelques conventions pour intégrer à l'Union européenne et l'OTAN. En 2014, le président russe, vis-à-vis de ces développements, a décidé de faire une annexion de la Crimée, alors la partie sud de l'Ukraine, et après il y avait un support, d'après le point de vue des Européens et des États-Unis, un support des séparatistes à l'est du pays, notamment dans une région qui s'appelle Donbass, dans des villes qui s'appellent Lugansk et Donetsk. Et dans le nord, bien sûr, il y a Biélorussie qui est un allié principal à la Russie. Et donc, durant ces derniers mois, il y avait une mobilisation des troupes au bord de l'Ukraine de 3 axes principaux, le nord, l'est et le nord, l'est et le sud. Ça, c'est la deuxième chose. Alors, le conflit a été mobilisé
M. Poutine a décidé de faire, selon le point de vue de la Russie, une opération militaire. L'Union européenne voit ça comme une guerre entière, une guerre sur les territoires européens. Ça, c'est la deuxième chose. Il y a une crise en termes d'énergie. N'oublions pas que... On va en parler tout à l'heure. Là, ce qui m'intéressait surtout, c'est les réfugiés. Les réfugiés, bien sûr. Comment les pays vont contenir tout ce nombre de réfugiés? Alors, il y a une coordination, si nous voyons les nouvelles, il y a une coordination entière au sein de l'Union européenne. Il y avait aujourd'hui Ursula von der Leyen, présidente du Commission européenne, qui parlait des efforts, une coordination entre les pays membres, et notamment majoritairement aussi les pays voisins de l'Ukraine. On a Lituanie, Estonie, Lettonie aussi, et on a aussi le pays, la Roumanie et d'autres pays qui font une coordination pour accepter ces réfugiés. Il y a aussi d'un grand problème puisque le nombre de réfugiés augmente chaque jour. Il y a dans ces pays comment je peux expliquer ça? Il y a des problèmes économiques. Donc, est-ce que la question principale, est-ce que l'Europe sera prête à accepter, parce qu'aujourd'hui on peut lire que ça peut arriver à 4 millions. Et donc maintenant, dans le temps de notre conversation, il y a à peu près 500 000 réfugiés. Donc un grand problème pour ces pays-là. Comment ces pays vont réagir à ce grand nombre? Ça, c'est la question. Alors, je passe à notre sujet principal. C'est exactement pareil. On parle du même sujet, c'est l'Ukraine. Au lendemain de la menace nucléaire brandie par le président russe Vladimir Poutine, l'offensive en Ukraine débute son 5e jour. Des forces russes ont tenté de prendre d'assaut la capitale, Kiev, sans succès dans la nuit de dimanche à lundi, alors que les premiers pourparlers ont lieu aujourd'hui entre délégations russes et ukrainiennes. Ces premiers pourparlers interviennent alors que l'offensive russe lancée jeudi se heurte à une vive résistance de l'armée ukrainienne et que les sanctions d'une ampleur inédite adoptées par les Occidentaux ébranle l'économie russe. Regardons ce reportage. Des délégations russes et ukrainiennes doivent entamer aujourd'hui des négociations au 5e jour de l'invasion de l'Ukraine, où le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé les troupes russes à déposer les armes et réclamer l'intégration immédiate de son pays à l'Union européenne. Ces premiers pourparlers interviennent alors que l'offensive russe lancée jeudi se heurte à une vive résistance de l'armée ukrainienne et que les sanctions d'une ampleur inédite adoptées par les Occidentaux ébranlent l'économie russe. Le président ukrainien, qui ne participe pas aux négociations et dont la délégation est conduite par le ministre de la Défense, Oleksiy Reznikov, a appelé les soldats russes à déposer les armes. Il a également demandé à l'UE une intégration sans délai de l'Ukraine. Le négociateur en chef russe, Vladimir Medinsky, a lui indiqué vouloir trouver un accord avec Kiev qui soit dans l'intérêt des deux parties. Des explosions ont été entendues lundi matin dans la capitale ukrainienne Kiev et dans la ville de Kharkiv, au nord-est de l'Ukraine. L'armée russe a assuré que les civils pouvaient quitter librement Kiev et accusé le pouvoir ukrainien de l'utiliser comme bouclier humain, laissant planer le spectre d'un assaut de grande envergure. Selon l'état-major ukrainien, Moscou a ralenti le rythme de l'offensive, même s'il tente toujours d'engranger les succès dans certaines zones. La délégation ukrainienne est finalement arrivée en Biélorussie pour négocier une sortie du conflit avec la Russie. La présidence de l'Ukraine a réclamé un cessez-le-feu immédiat et le retrait des forces russes du pays. Moscou a partagé sa volonté de trouver un accord avec Kiev, selon le négociateur russe et conseiller du Kremlin Vladimir Medinsky. Chaque heure que le conflit se prolonge, ce sont des citoyens et soldats ukrainiens qui meurent. Nous nous sommes entendus pour arriver à un accord, mais il doit être dans l'intérêt des deux parties, a-t-il dit à la télévision russe. M. Zelensky a salué la formation d'une coalition anti-guerre internationale pour soutenir l'Ukraine et appelé les étrangers à venir se battre contre les criminels de guerre russes dans une légion internationale en formation. Kiev, sous couvre-feu jusqu'aujourd'hui, a également été visé dans la nuit par 3 tirs de missiles russes, dont un a été détruit, a précisé le conseiller du président ukrainien. Selon des médias ukrainiens, de fortes explosions se sont produites dans la nuit à
Kharkiv, au nord-est, deuxième ville du pays, dont les forces ukrainiennes ont déclaré avoir repris le contrôle dimanche après l'entrée de blindes des Russes dans la nuit. De son côté, le ministère russe de la Défense a affirmé avoir encerclé la ville de Kherson, alors que l'armée russe a pour la première fois dimanche reconnu des pertes humaines sans les chiffrer. On a déjà commencé des pourparlers entre l'Ukraine et la Russie pour arriver à une solution pour cette crise. Comment vous voyez le déroulement de ces pourparlers? Alors nous sommes actuellement dans le 5e jour de cette guerre. Aujourd'hui, on a entendu qu'il y a des pourparlers en Biélorussie. Il y a des représentants du côté russe et le représentant du côté ukrainien. Alors, le délégué essaye d'arriver à un cessez-le-feu parce que, en fait, la Russie, durant ces derniers jours, ils ont augmenté un peu l'échelle des attaques sur les pays, sur les petites villes à l'est du pays, puisque ils essaient au plus de gagner le territoire dans cette partie et donc aussi entrer dans les pourparlers avec une position très forte pour à la fin arriver à leurs objectifs, l'indépendance de la partie de la région de Donbass. Oui. Ça, c'est la première chose. En ce qui concerne l'Ukraine, ils essayent jusqu'à maintenant de combattre, de résister à cette opération militaire d'après le point de vue russe sur le territoire ukrainien. Il y a des aides, c'est la première fois en fait qu'on voit l'Union européenne en train de mobiliser des aides financières pour le support militaire d'un pays de l'Europe, pas de l'Union européenne. Et donc nous avons une situation extrêmement compliquée au moment. Est-ce qu'après ces pourparlers, on va arriver à un cessez-le-feu? Et après le cessez-le-feu, est-ce qu'il y aura pour la Russie... De quoi il s'agit, c'est pour parler? C'est-à-dire, qu'est-ce que les deux parties proposent? La Russie, oui. Alors la Russie, elle propose deux choses. La première, c'est la déclaration de la part de l'Ukraine que la région de l'Est, Donbass, est une région qui appartient à la Russie. Ouais. Voire une région indépendante. Parce que le président russe, M. Vladimir Poutine, a déclaré que Donetsk et Lugansk sont des républiques. Ouais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il essaye aussi de pousser l'Ukraine à considérer, à confirmer sur le fait que la Crimée est aussi ça appartient à la Russie, à l'indépendance. Il y a une troisième chose aussi, la plus importante, c'est qu'il pousse l'Ukraine, voire l'Union européenne et les États-Unis, les alliés de l'Ouest, à présenter des garanties qui disent tout clairement que l'Ukraine ne va pas être membre de l'OTAN, ne va pas être membre de l'Union européenne. Donc, pas une intégration vers l'Ouest. Ouais. Ça, ce sont les demandes de la Russie. L'Ukraine, le pays continue toujours à confirmer sur le fait que c'est une question de souveraineté. Mais la chose la plus importante pour eux, actuellement, c'est le cessez-le-feu, parce qu'il y a une situation dramatique dans le pays. Donc c'est ça, sont les très grands objectifs de ces pourparlers. Très bien. Parallèlement, il y a le Conseil de sécurité qui est actuellement en réunion pour discuter de... Qu'attendons-nous de cette réunion? En fait, il y a la dernière réunion du Conseil de sécurité, parce qu'actuellement, la Russie, elle est la présidente du Conseil de sécurité. Donc, il y avait une dernière session sur les déroulements des événements au sein de l'Ukraine. Il y avait des essais de la part des Européens, des membres permanents, sauf bien sûr la Chine et la Russie, de dire que ce qui se passe actuellement, c'est un grand problème. La Russie a utilisé le droit de veto pour arrêter cette décision. Aujourd'hui, il y a un autre essai pour parler de cette situation. Il y a un essai aussi de la représentante permanente des États-Unis, Greenfield, dans l'Assemblée générale pour parler de cette situation aussi, puisque pour un peu trouver notre solution de l'utilisation de veto. C'est pour ça en fait que les Européens aussi ont parlé de quelques réformes du système de veto au sein du Conseil de sécurité. Donc ce qui se passe actuellement, ce sont des essais pour mettre des sanctions en œuvre dans la communauté internationale pour éviter que la situation, il y a une autre escalade, notamment militaire au sein de l'Ukraine. Donc des essais pour faire régner un peu la paix, pour attendre
à ce que ces événements ne se déroulent pas pour en avoir d'autres opérations militaires dans le pays. Vous venez de mentionner la Chine. Oui. Où se place la Chine exactement concernant ce dossier? Dans les Jeux Olympiques, il y a quelques mois, le mois dernier, je pense. D'hiver. Oui, exactement. La Chine et la Russie ont déclaré dans un communiqué que nous sommes des alliés. Nous sommes des alliés principaux. Nous avons des objectifs communs. Et donc, c'était une déclaration, pas seulement des deux pays, c'est une déclaration pour une redéfinition de la scène internationale géopolitique. Ce que nous avons actuellement, c'est une transformation de la scène géopolitique mondiale. Ces deux puissances affirment que nous sommes là pour résister à l'hégémonie des États-Unis et des Européens dans notre région. C'est ça, parce qu'en fait, après l'arrivée au pouvoir du président Biden en janvier, il a affirmé que la Chine est la plus grande menace aux États-Unis. Donc, ces deux pays, il y a quelque sorte de chevauchement des objectifs entre ces deux pays en ce qui concerne la résistance contre principalement les États-Unis et leur présence sur la région. L'Occident, l'Europe essaie un peu d'être neutre, mais après l'invasion ou voire la guerre en Ukraine, il y a la mise en œuvre des sanctions. Mais toujours, l'Europe est dans une situation extrêmement difficile parce que l'Europe dépend de la gaz russe d'un pourcentage dépassant 40%. Alors c'est problématique pour les sources d'énergie de l'Europe. C'est pour ça que le président des États-Unis a invité il y a quelques semaines l'émir de Qatar pour essayer de diversifier les sources de gaz qui viennent en Europe. Donc ça, c'est une chose très importante. Et si les États-Unis et les 5+1 arrivent à faire un accord, faire revivre l'accord avec l'Iran pour diversifier aussi les sources de gaz aux États européens, donc nous allons se trouver... L'Iran, c'est un allié à la Russie. Oui. De la Russie, pardon. Bien sûr. Alors, il n'y aura pas d'accord, à mon avis. Actuellement, il y a des choses qui changent, puisque ça dépend des objectifs de quelques pays. En 2015, en 2016, on a vu qu'il y avait un accord entre les États-Unis et l'Iran. Nucléaire iranien. Bien sûr, l'accord JCPOA. Donc cet accord a changé, a enlevé quelques sanctions, la majorité des sanctions économiques et politiques, soit par l'ONU, soit par les États-Unis. Il y avait un échange principalement avec l'Europe. Donc on peut trouver un changement, une nouvelle définition des sources de gaz à l'Europe. L'Europe est le premier, comment je peux expliquer ça? L'Europe reçoit majoritairement le gaz de la Russie avec le gazoduc qui s'appelle Nord Stream 1. Il y avait un autre projet qui s'appelle Nord Stream 2 et donc les États-Unis ont essayé aussi de stopper le projet. La situation actuelle de l'Ukraine est une opportunité pour les États-Unis de sanctionner. L'Europe, bien sûr, a mobilisé des sanctions pour arrêter le gazoduc. Donc, nous avons actuellement des transformations de la position des pays. Une région comme la région de l'Indo-Pacifique qui a des développements très rapides. On se trouve qu'il y a des alliés comme la Chine et la Russie qui essayent de trouver des objectifs communs, de résister à la présence des États-Unis et de l'OTAN. De l'autre côté, l'Union européenne essaye de s'unifier pour résister à l'augmentation de la présence de la Russie dans cette région, notamment à l'Est. Donc c'est ça le grand problème. Oui, surtout que les États-Unis, si ils essayent de fournir le gaz ou bien le pétrole vers l'Europe, ça coûte trop cher. Et ça ne va pas suffire. Bon, on va s'arrêter pour quelques secondes et puis on se retrouve pour continuer notre discussion sur ce sujet. Alors on parlait du problème du gaz, du pétrole fourni vers l'Europe. Comment l'Europe peut se débrouiller, puisque là, on est dans un gros problème. L'Europe a besoin du gaz russe, mais en même temps, on ne veut pas traiter avec les Russes. Alors, ces problèmes sont très clairs sur les développements de la situation actuelle. L'Europe est aussi divisée dans la mise en œuvre des sanctions envers la Russie. On a vu ça parce qu'il y a quelques pays en Europe qui veulent isoler
la Russie du système SWIFT, donc la plateforme internationale ou mondiale des virements bancaires, extrêmement essentiel pour tout ce qui concerne les virements des entreprises et majoritairement pour les entreprises de la Russie qui travaillent dans le gaz ou dans le pétrole. Ça, c'est problématique, puisque si... Vous avez mentionné le mot SWIFT. SWIFT. Alors, j'aimerais bien que vous expliquiez qu'est-ce que ça veut dire SWIFT pour les téléspectateurs, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas, quoi. SWIFT, c'est une plateforme qui est utilisée dans toutes les banques mondiales. C'est une plateforme essentielle c'est un réseau, on peut dire, pour tout ce qui concerne les virements bancaires, les transactions généralement. Et bien sûr, le système a réussi à être un système permanent, un système essentiel pour les transactions de tout ce qui est global. Oui. Et c'est utilisé majoritairement par les banques centrales, par les banques commerciales et par tout type d'autres banques. Donc c'est nécessaire pour le fonctionnement économique de chaque pays intégré dans le système. Il y avait aussi des sanctions, par exemple sur l'Iran, qui parlaient de l'isolement du système mondial du SWIFT. Oui. Ça a des effets très négatifs sur l'économie d'un pays qui est isolé du système SWIFT. Alors ça c'est l'explication du SWIFT. Autre chose, alors l'Union européenne était divisée en ce qui concerne la mise en œuvre de ces sanctions. Parce que l'Allemagne, par exemple, est le pays principal qui reçoit le plus du pourcentage de gaz à travers le gazoduc russe Nord Stream 1. L'Allemagne reçoit environ plus que 50% du gaz depuis la Russie vers l'Union européenne ou vers l'Allemagne. S'il y a des sanctions sur la Russie ou un isolement complet du système SWIFT, jusqu'à maintenant, nous avons 2 sanctions sur 2 banques majoritaires en Russie, un peu isolées du système SWIFT. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas parlé d'un isolement complet du système SWIFT, puisque si les États-Unis, voire l'Union européenne aussi, va parler d'un isolement complet du SWIFT de la Russie, il y aura une augmentation extrême dans les prix de l'électricité en France, en Allemagne et dans tous les pays européens. Ouais. Donc c'est un dilemme extrêmement compliqué. Okay, mais comment on va importer le gaz russe et en même temps ne pas pouvoir payer? Ça, c'est la grande question. Ça, c'est la grande question. Jusqu'à maintenant, avec les événements, je pense que le gaz russe passe jusqu'à maintenant, depuis la Russie jusqu'à l'Europe. Et donc, c'est une question très difficile. Et en même temps, on a l'Union européenne qui se situe dans une situation difficile puisque les États-Unis poussent les Européens à mettre en œuvre des sanctions. Alors, les Européens, les pays européens se trouvent dans une situation difficile de faire ça. Donc, jusqu'à maintenant, on avait des décisions, des sanctions majoritairement sur quelques banques. Ça, c'est la première chose. On a aussi des sanctions sur des entreprises qui se travaillent dans le secteur aérien. Donc, une fermeture de l'espace aérien pour les avions russes. La Russie a fait la même chose. Donc, l'implication de toutes ces décisions vont mener à une situation extrêmement difficile pour le monde entier, mais aussi l'Europe. On va voir un élevé des prix de toutes les choses, les prix d'électricité, le V2, tout ce qui concerne le gaz aussi. Donc, une situation difficile. Et nous arrivons actuellement après un moment du Covid-19, ce qu'on appelle actuellement double inflation. On a l'inflation générée après la crise et l'autre inflation générée après la crise géopolitique qui se passe à l'Europe. Voilà, même le prix du pétrole a augmenté. Si je ne me trompe pas, ça a dépassé les 105 $ le baril. Alors, comment ça va affecter les prix mondiaux? Tout simplement une hausse. Surtout comment on dit, les éléments de base. Exactement. Alors, toute hausse de pétrole, ça veut dire une hausse de tous les prix de toutes les choses, puisque ça concerne le transport des produits, le transport même dans les ports ou à l'intérieur du pays. Une hausse du prix du carburant. En fait, on a ça actuellement aux États-Unis, puisque les États-Unis essayent d'utiliser son stock de tout ce qui concerne le pétrole pour aider un peu l'Europe. On a aussi une opportunité pour la région de la Méditerranée pour aussi fournir du gaz qui a été découvert ces dernières années, pour aussi aider l'Europe à être un peu... Ça ne va pas être indépendant du gaz russe sur le court terme, mais
on parle d'une aide pour fournir son énergie, pour aussi aider l'économie européenne et l'économie mondiale à se recouvrir, puisque on a des investissements en Europe, tout le monde a des investissements en Europe, il y a des échanges de tout ce qui est commercial entre l'Europe et le reste du monde. Et si on a une sorte de crise économique, après une crise mondiale du Covid-19 et une autre crise économique dans une région, n'oublions pas, par exemple, que la Russie et l'Ukraine sont des exportateurs de l'avoine. Donc ça sera un problème aussi pour les pays qui reçoivent ça. Donc nous sommes en présence d'une situation économique très difficile, double inflation. Ça va aussi générer d'autres problèmes économiques sur le long terme. Voilà, le blé, vous venez de mentionner quand même. Le problème du blé, surtout pour les pays, je parle de l'Égypte par exemple, ou bien les pays du Proche-Orient en général. On importe le blé de l'Ukraine et de la Russie. Exactement. Comment on va faire? L'Ukraine et la Russie, en fait, fournissent à peu près 23% du marché global du blé. L'Égypte a été intelligent pour adresser ce problème. Il y a un stock dans l'Égypte pour se préparer sur quelques mois s'il y a une fermeture complète des exports de ces blés de la Russie ou de l'Ukraine. Donc, il y a quelque sorte de stock en Égypte pour aider un peu à mitiguer aussi les vagues de problèmes en ce qui concerne les États. On a un réserve de 4 mois. De 4 mois, 4,6 mois, exactement. Donc c'est ça. Donc sur le long terme, on est bien. Il y a d'autres problèmes, bien sûr, c'est d'autres pays qui sont des grands importateurs du blé qui vient majoritairement de la Russie. Aussi, l'Égypte a essayé de faire quelque sorte de diversification des sources du blé, parce que la Chine aussi est un grand exportateur du blé. Donc l'Égypte, le gouvernement égyptien essaye de trouver d'autres sources pour ce produit extrêmement essentiel à la subvention, tout ce qui est nourriture en Égypte. Si je reprends la question du pétrole ou bien du gaz, il y a Sonatrach vient d'annoncer, qui est la compagnie nationale algérienne d'énergie ou bien de pétrole, qui vient d'annoncer hier qu'elle est prête d'approvisionner l'Europe avec son gaz. Est-ce que déjà elle est capable? Et deuxièmement, est-ce que ça sera suffisant? Je ne pense pas que ça sera suffisant parce qu'en fait, l'Algérie fournit majoritairement le gaz en Espagne, donc un grand pays qui reçoit un taux élevé de gaz, d'énergie, grand consommateur. C'est une opportunité pour l'Algérie, pour l'Italie aussi. Et donc, je ne pense pas que ça va suffire à la comparaison avec l'énergie qui provient du gazoduc russe. C'est moins cher, c'est plus durable sur le long terme pour l'Europe. Et donc, ce sont des essais. Et c'est pour ça que je viens d'expliquer que c'est une opportunité pour les pays exportateurs du gaz, après les dernières découvertes dans la Méditerranée, notamment l'Égypte, Chypre et la Grèce, pour se baser sur ces découvertes pour augmenter les échanges de gaz liquide depuis la Méditerranée vers l'Europe. Donc c'est une opportunité, ce sont des essais. Je ne pense pas que ça va dépasser, il y a des analyses qui parlaient que ça ne va pas dépasser le 15% pour l'Europe, à la comparaison de 40 ou voire 50% dans quelques pays. Donc ce sont des alternatives, mais pas des alternatives qui seront durable sur le long terme. Une question, je crois que la réponse est là, mais il faut la poser. Monsieur Poutine a menacé ou bien a dit que voilà, il y a les armes nucléaires qui sont dressées. Alors, votre commentaire? Et en échange, ou bien en revanche, l'OTAN a dit la même chose? Exactement. Le point de vue de l'OTAN, ils ont dit que nous parlons d'une mobilisation des troupes qui se spécialisent dans les armes nucléaires depuis la Russie. Ils ont dit que M. Poutine fait ça parce qu'il y a un avancement qui n'est pas extrêmement rapide comme il l'a projeté au début de la situation en Ukraine. Donc l'OTAN dit que ce sont des essais pour confirmer sa position dans les pourparlers. Selon Poutine, M. Poutine, il dit que c'est une situation très grave parce que l'OTAN, c'est une réaction face à tout ce qui a été publié par l'OTAN, l'utilisation de force, ou voire même le déploiement des armes stratégiques
sur notre frontière. C'est un spectacle. C'est un spectacle politique, donc c'est ça. Mais en Le Royaume-Uni, je crois. Oui, bien sûr, le Royaume-Uni a aussi déclaré aujourd'hui que c'est un problème, mais on n'a pas d'évidence jusqu'à maintenant qu'il y a une mobilisation de cette sorte à l'intérieur de la Russie. À votre avis, en tant que chercheur quand même, quelle est la fin de cette crise? Ou bien comment ça va être résolu? J'espère qu'il y aura une réussite après ces pourparlers. J'espère que l'Europe va présenter quelque chose de garanti face à la Russie, puisque c'était une évidence de la part de la Russie que je suis prêt à mobiliser l'armée, je suis prêt à faire une opération ou faire quelque sorte d'action militaire à l'intérieur du continent européen, et je suis prêt à mitiguer toutes sortes de sanctions économiques sur mon pays. J'espère aussi que M. Poutine va être intelligent à arrêter cette invasion, cette opération militaire de son part, puisque ça va engendrer bien sûr un autre problème, plusieurs problèmes humanitaires, le problème des réfugiés. Donc à la fin, j'espère que ça va terminer après les pourparlers. Je pense qu'il y aura une certaine indépendance, un statut d'indépendance qui va être donné à la Crimée ou voire dans la région de Donbass de l'Est, à l'Ukraine. Et après, sur la question de l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN, je ne pense pas qu'il y aura une réponse définitive pour ça. Je vous remercie beaucoup. Merci de m'avoir. Monsieur Ali Hachmaoui, je rappelle que vous êtes analyste politique et chercheur. Chers téléspectateurs, on se donne un rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition de Direct. Très bonne soirée. Au revoir. Merci.